Bonjour à tous et bienvenue dans cet atelier qui va aujourd'hui parler d'économie circulaire. Je m'appelle Aaron Arsquet, je suis directeur chez Deloitte et je travaille depuis près de 15 ans en conseil en développement durable. Je suis ravi de pouvoir animer cet atelier aujourd'hui. L'objectif, c'est de partager avec vous des exemples concrets de démarches d'économie circulaire et ainsi vous aider à faire le premier pas vers cette fameuse économie circulaire. Nous avons aujourd'hui un très beau panel d'entrepreneurs, de patrons, que je vais vous présenter d'ici quelques minutes. Mais avant tout, je vais faire une petite introduction. D'un point de vue pratique, alors vous avez un chat, sachez qu'on ne va pas pouvoir, pour des questions de durée de l'atelier, réagir directement, mais n'hésitez pas à nous interpeller, on prendra les questions, un modérateur sera là pour les prendre et on y répondra dans un deuxième temps. Et faites aussi de cet espace un espace de dialogue, hein, si vous le voulez. En tout cas, vous pouvez aussi vous proposer vos idées, vos solutions, ce sera aussi très intéressant. Quelques mots sur l'économie circulaire pour peut-être partager simplement un constat qui est qu'aujourd'hui on est dans une économie qui génère énormément de gaspillage. Donc, quelques chiffres de la Fondation Ellen MacArthur qui illustrent bien ce point-là. En Europe, si on prend une voiture, à plus de 90% du temps, elle est immobilisée. Les bureaux, même avant la Covid, étaient utilisés durant les heures de bureau que 35 à 50% du temps. Et un chiffre encore plus alarmant, dans le monde, chaque seconde, on a l'équivalent d'un camion rempli de textiles qui est mis en décharge ou incinéré. Et donc face à ce modèle de production qui est encore très largement existant, donc qui est très linéaire, où on extrait, on fabrique, on distribue, on consomme et on jette, eh bien on a le concept d'économie circulaire qui est apparu et qui vise à diminuer l'utilisation de matières premières et de ressources naturelles. Donc c'est vraiment autour de la préservation des ressources. Alors il y a 7 piliers qui ont été définis par l'ADEME, on ne va pas rentrer dans le détail de chacun, mais ça va de l'extraction et l'utilisation de matières durables à l'allongement des produits, leur réparation, leur réemploi, voire au recyclage des matières, qui est un aspect assez essentiel de l'économie circulaire. Alors l'économie circulaire en France, ça n'est pas nouveau et ça représente aujourd'hui un pan de l'activité qui est assez importante. L'ADEME parle de plus de 500 000 emplois directs dans l'économie circulaire. Et pour chaque emploi direct, on a un emploi connexe qui est créé, notamment dans la logistique, qui va être un secteur et un pan très important de l'économie circulaire. Donc on parle quand même de plus d'1 million d'emplois aujourd'hui. Et lorsqu'on regarde le plan de relance qui est prévu par le gouvernement, sur les 100 milliards, il y en a plus de 30 milliards qui vont être dédiés à la transition écologique et en particulier à l'économie circulaire. Donc, on est sans conteste et sans aucun doute sur un sujet d'avenir. Pour en parler aujourd'hui, nous avons donc trois intervenants qui représentent trois entreprises. Bonjour Fabrice Millet. Bonjour. Vous êtes le président du groupe Millet qui fabrique des fenêtres et portes sur mesure en bois, PVC, aluminium et vous avez une politique de développement durable très active et engagée. Vous allez pouvoir nous en parler. Monsieur Mathieu Bernard, bonjour. Bonjour Erwan. Vous êtes fondateur et dirigeant d'une entreprise qui s'appelle Ambipac et qui gère les emballages industriels et commerciaux en fin de vie avec une activité de base dans le lavage et le réemploi de grands contenants. Et vous avez également développé une activité de recyclage. Monsieur Benjamin Michel-Wertheimer, bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes le directeur de la stratégie et du développement du groupe ESUS, qui est une entreprise qui a une offre de valorisation des déchets de chantier à destination des acteurs du BTP grâce à la mise à disposition de solutions digitales. Donc trois belles entreprises aujourd'hui pour nous parler d'économie circulaire. Deux d'entre elles ont un modèle d'affaires, je dirais, ou un cœur de métier directement ancré dans la circularité, donc ESUS et Ambipac. Le groupe Millet a lui une activité plus traditionnelle, en tout cas historiquement, et a incorporé des principes d'économie circulaire dans ses activités. Alors j'ai d'abord envie de vous entendre sur ce qui vous a poussé à aller vers des modèles circulaires, en commençant par vous, monsieur Mathieu Bernard. Vous avez créé l'entreprise Ambipac en 2008, donc il y a aujourd'hui près de 15 ans, et vous avez choisi de l'ancrer directement dans l'économie circulaire. Et j'aimerais savoir quel était alors l'état du marché sur lequel vous êtes positionné, quelles étaient vos convictions et
votre perception des perspectives de croissance et pourquoi vous êtes différencié sur ce marché. Oui. Alors, effectivement, j'ai créé Ambipack il y a une quinzaine d'années. C'est pas venu c'est pas venu de rien. Dans les années 70, en fait, mon père avait développé une activité sur le nord de la France de lavage et de réemploi d'emballages, de grands emballages, les IBCFU. Et il avait revendu son activité donc au groupe Plastique et Omnium. Et quand j'ai fini mes études à l'ISA, l'Institut supérieur d'agriculture, je lui ai demandé de relancer ce type d'activité. Et tout de suite, il m'a dit c'est très bien, le réemploi, je vais pouvoir te l'expliquer, le lavage des emballages, je vais pouvoir te l'expliquer. Par contre, il faut que tu travailles sur l'aspect recyclage des petits emballages. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à l'époque, en France, il n'y avait pas d'activité. C'était une contrainte, le petit emballage. On l'envoyait en incinération. Et donc, bon, je suis parti travailler 3 ans en Belgique pour apprendre ce métier du recyclage. Alors, quand on habite Lille, c'est pas une aventure de partir à Courtrai, c'est juste 10 km. Mais par contre, c'est une aventure étant donné que en France, ce modèle-là n'existait pas. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en France, on n'a pas encore d'éco-organismes autour de ce déchet d'emballage industriel et commercial. Il va arriver qu'en 2025. Et en 97, en Belgique, Valipack est né. Donc ça montre les 30 ans de retard qu'on a autour de ce métier. Donc suite à ces 3 années d'expérience en Belgique, je suis revenu donc en France dans l'objectif de monter des petites entités avec un modèle où on fait du réemploi effectivement du grand emballage, du gros emballage, les IBC et les fûts, et le recyclage des petits emballages. Mais cette aventure, elle peut avoir lieu uniquement avec la participation d'un metteur en marché. Et donc là, j'ai croisé Sébastien Bossard, qui est le président du groupe Kersia dans la détergence, et qui m'a dit, écoute, sur l'IBC 1000 litres, tu vas nous faire gagner beaucoup d'argent, ton modèle est économiquement viable, et donc on va intégrer le recyclage du bidon. Et on va offrir à nos clients ce service de recyclage pour le mettre en économie circulaire. Donc sans cette participation, le modèle Ambipack, où on intègre à la fois le lavage et le réemploi des gros emballages et le recyclage des petits emballages, ne peut pas avoir lieu. Et donc à l'époque, moi, la vision, c'était vraiment le 1,5 million d'IBC 1000 litres mis en marché français. Et ce n'est qu'après, donc on le verra par la suite, mais à partir de 2018, où effectivement j'ai vu l'ampleur du marché des 350 000 tonnes de petits emballages qui étaient sur le marché et qu'il fallait mettre vraiment en économie circulaire. Voilà le démarrage d'Ambipack. Parfait, merci. Monsieur Fabrice Millet, depuis 3 générations, si j'ai bien compris, donc le groupe Millet fabrique des portes et des fenêtres sur mesure. Et ça fait une petite dizaine d'années ou une grosse dizaine d'années, vous allez vous dire, que l'entreprise que vous avez fait prendre à l'entreprise un tournant environnemental ou durable assez marqué. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et surtout nous expliquer pourquoi vous avez fait ce virage? Le virage, c'était assez simple, c'est une question de bon sens. À la base, nous sommes une société de production, donc le modèle de production, c'est d'acheter de la matière qui est déjà transformée et puis de la retransformer pour la vendre à nos clients. Et en l'occurrence, c'était des fenêtres. Et j'ai considéré que le modèle n'était pas durable. Nous sommes une entreprise familiale, donc quand on a une entreprise familiale, on cherche à voir plus loin que les 2-3 prochaines années, et on cherche à regarder les prochaines décennies, et donc inscrire l'entreprise dans une approche durable qui consiste à limiter l'augmentation de l'utilisation des ressources fossiles. Ça me paraissait être du bon sens, et ça permettrait, à mon sens, d'ancrer l'entreprise sur les prochaines décennies. Donc ça a consisté principalement, la plus grosse action, ça a été la redéfinition de notre mission, parce qu'on parle souvent du métier de l'entreprise. Donc notre métier, c'est la fabrication de portes et fenêtres, mais on est sorti de cette logique de cœur de métier pour redéfinir notre mission et en la dématérialisant. Donc notre mission, c'est contribuer à l'amélioration de l'habitat et du cadre de vie en respectant l'environnement. Et à partir de là, avec quelques principes de base, limiter le gaspillage, utiliser des matériaux recyclés et recyclables, et voir des matériaux biosourcés, on a pu développer toute notre stratégie développement durable. Très bien, ce sera intéressant aussi d'avoir des exemples un peu concrets
d'offres circulaires que vous avez pu développer. Benjamin Michel Wertheimer, donc l'entreprise ESUS, elle, sa particularité, c'est qu'elle ne produit rien de physique. En tout cas, c'est plutôt une entreprise qu'on va qualifier d'entreprise de la tech. Est-ce que vous pouvez nous dire, malgré tout, les bénéfices que vous apportez, notamment en termes de circularité à vos clients, là, cette solution ou ces solutions digitales? Alors exactement, pour compléter, ESUS, donc c'est une plateforme effectivement de gestion des terres et matériaux excavés. Donc quand on construit, on a besoin d'excaver tout ça, qui permet donc l'économie circulaire pour le secteur de la construction. Pour donner une idée un peu du marché, le volume des terres excavées, ça correspond à 150 millions de tonnes par an. Ça représente à peu près 5 fois le volume des déchets ménagers, qui sont à peu près de l'ordre de 30 millions de tonnes. Donc c'est un enjeu extrêmement important. Et alors concrètement, donc on met en rapport sur cette plateforme les acteurs de la construction qui excavent les terres, ceux qui en ont besoin pour générer des économies circulaires, et également avec des transporteurs, donc pour leur fournir des solutions intelligentes logistiques, et des sites industriels, par exemple des centres de traitement pour les terres qui vont être polluées, versus les terres inertes qui pourront être réutilisées sur des cas de figure avec un maximum de valorisation. Donc, en quelque sorte, on est une sorte d'Uber des terres excavées. Et alors, concrètement, pour les clients, le bénéfice, donc, c'est à la fois la réduction du coût sur leur chantier, parce qu'au lieu d'aller à 80 km, par exemple, en décharge, en fait, ils vont pouvoir trouver un projet de construction qui est pas loin, qui a besoin de terre de remblai. Ils vont pouvoir réduire les émissions de CO2 en minimisant les trajets à vide et maximiser le taux de revalorisation des terres. Très bien, merci. Mathieu, une question qui intéresse très certainement tous les patrons entrepreneurs qui suivent cet atelier. Aller vers des modèles circulaires, est-ce que c'est rentable? Vous avez parlé de rentabilité sur une activité de base et un peu cœur. Et les modèles circulaires, on peut les voir comme étant plus coûteux aujourd'hui. Donc, comment vous travaillez autour de tout ça? Alors effectivement, vous vous doutez bien que quand on vient recycler un bidon, où on vient le trier, le broyer, le sécher, le relaver, l'extruder, contre des gens qui peuvent les mettre en balle et les envoyer de l'autre côté de la Terre, ou alors les mettre en enfouissement, effectivement, économiquement, c'est plus viable de l'envoyer de l'autre côté de la Terre ou de le mettre en enfouissement. Maintenant, ce qui est important dans les modèles circulaires, c'est que les règles du jeu soient bien dictées et soient bien écrites. C'est ce qui est arrivé en fait sur le déchet d'emballage industriel et commercial, parce qu'en 2017, vous avez eu le projet Ellen MacArthur, vous l'avez cité tout à l'heure, qui a fixé les nouvelles règles et qui a sensibilisé au niveau de Davos. Et on a eu le réveil également de la Chine qui a demandé à arrêter d'être la poubelle du monde. Et donc c'est vrai que suite à ça, on a eu en Europe la Packaging Waste Directive qui a fixé en fait les nouvelles règles en 2018. Et en France, ça a été transcrit dans la loi AGEC, donc anti-gaspillage et économie circulaire. Donc aujourd'hui, ce qu'on attend, nous, c'est la règle des trois R qui va être fixée par le décret, c'est la réduction à la source et la réincorporation dans les plastiques de PEHD recyclés. C'est le recyclage à hauteur de 50% qui est déjà fixé pour 2025 et tendre vers le 100% d'ici 2040. Et ensuite, c'est favoriser le réemploi. Donc effectivement, sur ces trois axes-là, à partir du moment où les règles sont connues, qu'il y a une éco-contribution qui est fixée dans le prix de vente de l'emballage à l'origine et non un coût du déchet. Donc c'est bien le coût du déchet qui est intégré dans le prix de vente et que derrière, vous avez l'Europe qui vote la loi de non-recyclage à hauteur de 800 € la tonne d'application au 1er janvier 2021. Là, effectivement, le modèle économie circulaire est le plus rentable et le plus économiquement viable. Mais il faut vraiment qu'on ait des règles fixées pour éviter d'aller vers des systèmes qui sont beaucoup plus simples, en fait. Oui, ok. Et du coup, Mathieu, vous parlez de ces nouvelles règles, mais qui ne sont pas encore en place. En tout cas, vous avez mentionné tout à l'heure l'absence d'éco-organismes, des décrets qui sont attendus, mais vous avez commencé à travailler aujourd'hui. Donc, quand vous allez voir vos grands clients, c'est de quoi les arguments que vous allez déployer pour les faire agir maintenant et de ne pas attendre que le cadre ait changé? Les arguments, il y en a 4 majeurs. Hein. Le premier, ça reste l'aspect impact CO2.
faut bien comprendre aujourd'hui que dans les sociétés, le numéro 2 des sociétés, ce n'est plus le directeur financier, c'est le responsable RSE. Et toutes les sociétés, toutes les grandes sociétés aujourd'hui calculent leur impact CO2 et le mettent en avant de mettre leur EBITDA en avant. Donc ça, c'est un point qui est vraiment important à souligner. Donc c'est ce premier effet levier, c'est l'impact environnemental. Ensuite, effectivement, il y a l'impact économique à venir. Donc ça, c'est de l'optimisation fiscale qu'on fait sur l'emballage. On va démontrer que demain, l'éco-taxe va être trop importante si on va en enfouissement ou si on va en incinération, que la taxe de non-recyclage qui est l'équivalent du prix du vierge. Donc, il faut bien comprendre qu'on est en train de doubler le coût du plastique par une taxe de non-recyclage. Et ça, l'Europe l'a voté. Donc, au 1er janvier 2021, la France a payé. La France a payé. On traite aujourd'hui 27% de nos déchets d'emballage industriel et commercial. Ça génère à peu près, l'emballage plastique, c'est 2,2 millions de tonnes. Donc, vous prenez 2,2 millions de tonnes fois 27% fois 800 €. Voilà, c'est ce que la France a payé cette année pour le non-recyclage. Alors, elle ne sera pas d'application tout de suite. Elle ne sera pas impactée sur les metteurs en marché tout de suite, mais d'ici 2022, elle sera impactée. Donc, on a vraiment cet impact économique et cet impact optimisation fiscale. Après, vous l'avez souligné, le recyclage, ça permet effectivement, quand on vient recycler des déchets d'emballage plastique, on développe en local parce que l'impact logistique est très important. Donc, on vient développer de l'emploi local, non délocalisable. Et ça, c'est très important dans l'aspect recyclage. Et le dernier, ce qu'il faut bien comprendre, c'est quand on vient traiter une tonne de plastique recyclé, c'est une tonne de plastique qu'on ne vient pas importer en France. Donc on vient améliorer notre balance commerciale. Et ça, c'est certainement l'enjeu de demain, c'est notre dépendance aux matières premières et réduire notre balance commerciale. Donc c'est ça les arguments mis en avant par rapport à l'économie circulaire. Très bien. Monsieur Millet, en réaction peut-être à ce qu'a dit Mathieu Bernard, qui mentionnait le fait qu'effectivement toute entreprise doit quelque part aujourd'hui ou a quelque part une démarche RSE ou de développement durable. Donc vous en avez une, et quels sont les bénéfices que vous voyez au-delà des nouveaux marchés que vous pourriez avoir via cette démarche? Alors, le bénéfice principal, moi, que j'ai ressenti quand on a lancé la démarche, c'était en 2007, à partir de 2007, ça a été le développement du sentiment d'appartenance à l'entreprise. Donc, c'est pas quelque chose qui est quantifiable, mais la motivation des collaborateurs, ça a une vraie valeur et ça permet de limiter le turnover, ça permet d'améliorer les performances. Et c'est ce que j'ai pu constater principalement, en dehors du fait que pour nous, c'était une question de principe. On n'a pas fait ça à la base pour développer la motivation des salariés, mais j'ai constaté que c'était un effet très, très bénéfique. Très bien. Alors, sur les aspects un peu plus opérationnels, vous avez parlé de bon sens quand vous avez parlé de démarche de responsabilité. Je trouve que c'est un point très intéressant. Et ce serait bien que vous puissiez illustrer via des exemples concrets ce que vous avez pu faire sans avoir besoin d'absolument de rupture technologique ou d'innovation majeure. Ça va parler aux patrons, aux entrepreneurs qui nous écoutent. Je pense qu'effectivement, avec du bon sens et en étant innovant plus dans les concepts ou dans l'opérationnalisation des choses, on peut proposer de la circularité. Est-ce que vous avez des exemples à nous décrire ? J'ai des exemples, mais c'est un point important, en fait, c'est qu'à partir du moment où on se fixe cette mission qui est dématérialisée, de contribuer à l'amélioration de l'habitat et du cadre de vie, et d'utiliser plus de matériaux recyclés, de limiter le gaspillage ou d'utiliser plus de matériaux biosourcés, on ne peut pas faire tout du jour au lendemain. Ça a été un des problèmes que j'ai rencontrés il y a 15 ans, parce que j'avais une motivation très forte. Et j'ai été confronté à des problèmes technologiques, des problèmes de marché. Donc j'ai vite compris qu'il fallait y aller step by step et que l'objectif final est forcément d'avoir quelque chose, une boucle fermée, mais qu'on y arriverait sur plusieurs décennies probablement. Je considère qu'on est dans une période de transition. Notre génération est une génération de transition. La génération de mon père opposait économie et écologie. Notre génération l'associe plus facilement et la génération d'après ne la dissocie plus du tout. Donc ça va devenir quelque chose d'essentiel. Donc
cette période de transition, dans cette période de transition, il faut savoir investir, et c'est ce qu'on a fait. Donc dans les deux démarches les plus parlantes qu'on a pu lancer grâce à cette redéfinition de notre mission, ça a été notamment quand on livre, il faut savoir que déjà 65% du marché de la fenêtre en France, c'est de la rénovation. Donc il y a 10 millions de fenêtres qui sont posées chaque année, et sur 10 millions, il y en a 6,5 millions qui sont liés à un marché de rénovation. Ça veut dire qu'on vient déposer une ancienne fenêtre quand on vient en poser une nouvelle. Donc l'ancienne fenêtre, on a considéré que c'était un déchet dont on était responsable. On n'a pas attendu la REP pour ça. Donc ça fait plus de 10 ans, plus de 10 ans qu'on a mis ça en place, donc de proposer à nos clients un service de récupération des anciennes fenêtres. Il faut savoir qu'on était déjà avec des palettes, parce qu'on maîtrise notre logistique, on a notre transport avec une filiale logistique. Donc on livrait nos fenêtres sur des palettes consignées, et ces palettes, on les récupérait déjà vides. Donc on a mis en place un service, on a proposé ce service à nos clients, de récupérer, au lieu de récupérer les palettes vides, de les récupérer avec les anciennes fenêtres. Et ensuite, on appelle ça l'éco-retour. Et donc on a, depuis plus de 10 ans, récupéré principalement des fenêtres bois, sachant que la ressource va évoluer dans les années à venir, puisqu'on va probablement constater que les fenêtres PVC, notamment, qui ont été posées depuis le début des années 90, vont commencer à être rénovées. Donc on va avoir des matériaux qui vont changer, mais jusqu'à présent, on a 95% de ce qu'on récupérait, c'était de la fenêtre bois. Donc une fois qu'on l'a récupérée, cette fenêtre bois, on a analysé les filières de recyclage qui existaient pour les différents matériaux. Donc dans une fenêtre, il y a du verre, de l'acier, du bois principalement. Donc l'important, c'était de pouvoir dissocier ces matériaux pour pouvoir mieux les recycler. Donc on a mis en place un système, une petite ligne de démantèlement pour dissocier les matériaux. Le verre et l'acier, ça se recycle assez facilement une fois qu'il est séparé. Donc ça partait dans des filières de recyclage ad hoc. Et pour le bois, la seule filière qui existait, c'était le panneau de particules. Et donc nous, étant à l'origine des hommes du bois, parce que mon grand-père était artisan menuisier, charpentier et ébéniste, on considérait que cette matière, elle était trop dévalorisée. Donc on a imaginé au départ refaire une fenêtre avec ce bois-là. On a été confronté à des difficultés techniques. Et donc, on a plutôt créé une société qui fait de la fabrication de meubles design à partir de ce bois recyclé, qui est un bois de très bonne qualité. Donc ça, c'était la partie éco-retour. Et puis, dans une autre approche différente de l'évolution de notre métier, on s'est dit l'innovation dans la fenêtre, elle est limitée par rapport à l'intégration de cette fenêtre dans un élément. Donc on s'est dit qu'il fallait, souvent on vient poser cette fenêtre, on ne maîtrise pas l'élément, et la solution pour étancher, pour gérer l'intégration de la fenêtre, c'est de mettre du silicone, des systèmes d'étanchéité qui sont à base de produits polluants, toxiques et non recyclables. Donc on s'est dit là aussi qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ce système-là, et en plus c'est une contrainte pour l'innovation sur la fenêtre, le fait de s'intégrer dans un environnement qu'on ne maîtrise pas. Donc là on est allé sur une intégration un peu aval en disant on fabrique une fenêtre, on va fabriquer un mur, c'est finalement pas très différent, c'est aussi de l'étanchéité à l'air, à l'eau, c'est de la performance thermique, de l'isolation, les principes sont à peu près les mêmes, c'est juste la taille est différente. Et donc, on s'est lancé dans la fabrication de murs à ossature bois. Donc là aussi, avec l'optique de fabriquer un mur à base de matériaux recyclés ou biosourcés. Donc, la fabrication de nos murs est faite à base de bois. L'isolation, c'est de la ouate de cellulose, donc c'est du papier journal recyclé. Et puis, on a une isolation extérieure aussi en fibre de bois. Donc, on utilise des matériaux biosourcés et surtout pour l'étanchéité des éléments entre eux, soit la fenêtre avec la structure bois ou les murs entre eux, on utilise des systèmes de joints à sec. On n'utilise pas de silicone, pas de polyuréthane, pas de scotch, qui sont des éléments aujourd'hui utilisés
il y a l'inventeur de la passive house en Allemagne, il disait le silicone commence là où l'intelligence s'arrête. Bon, c'est un peu ce principe-là. Dans le bâtiment, on utilise beaucoup de silicone parce qu'on n'a pas assez réfléchi en amont. Donc nous, on a essayé voilà, d'imaginer des systèmes qui permettent de supprimer l'utilisation de produits comme ça qui ne sont pas recyclables et qui empêchent d'ailleurs la recyclabilité, souvent. Merci pour ces exemples. Je pense ils illustrent parfaitement le fait qu'en effet, l'innovation, elle n'est pas que technologique, elle est aussi basée sur tous les atouts dont on peut avoir. Vous avez parlé de vos camions qui revenaient à vide. La reverse logistique, c'est un point essentiel de l'économie circulaire. Et on reviendra sur ces aspects logistiques dans quelques instants. Benjamin, Michel Wertheimer, vous de votre côté, dans le développement de votre activité, encore une fois plutôt basée sur des technologies numériques, quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face et comment vous levez ces barrières? Alors, une première difficulté, c'est l'existence de nos principaux concurrents historiques qui sont les décharges illégales. Donc, c'est tout simplement envoyer les terres parfois polluées en forêt de manière pas légale. Et en fait, pour éviter ce phénomène contre lequel ESUS lutte, notamment en ayant mis en place un système de traçabilité avec des capteurs, les pouvoirs publics accélèrent sur le sujet avec le décret 2021-321. Qui a donc été mis en application le 25 mars 2021 et qui prévoit dès le 1er janvier 2022 l'obligation de la traçabilité des terres et matériaux excavés avec un registre qui tracera tout ça et des sanctions jusqu'à la catégorie classe 4 pour les sociétés contrevenantes. Donc ça, c'est un phénomène extrêmement finalement positif. La deuxième difficulté qu'on rencontre, c'est la faible prise de conscience des enjeux économiques et écologiques des terres excavées, qui historiquement est un peu laissé au second plan, notamment par les maîtrises d'ouvrage qui sous-traitent elles-mêmes à des entreprises de gros œuvres qui sous-traitent à des terrassiers. Et donc à la fin de la chaîne, on est un peu aveugle en fait de ce qui se passe. Et donc pour redonner un peu de contrôle justement à ces décideurs et de prise de conscience, on a lancé l'offre conseil, ESUS Conseil, qui justement s'attache à organiser en amont du projet quels sont les flux entrants sortants de terres et de matériaux et quels sont donc, et en effectuant aussi un diagnostic territorial des zones alentours pour essayer de maximiser et de prévoir cet effet d'économie circulaire. Et donc c'est concrètement des missions qu'on a menées par exemple avec la ZAC Charenton-Bercy, la Solidéo pour les Jeux Olympiques 2024. Très bien. Alors, certains d'entre vous ont mentionné la REP. Alors, je ne sais pas si certainement tous ceux qui nous écoutent ne savent pas de quoi il s'agissait. Donc, peut-être en deux mots et avant de vous entendre là-dessus. Donc, ce qu'on appelle la REP, c'est la responsabilité élargie du producteur. Donc, c'est une obligation pour les producteurs, donc ceux qu'on va appeler les metteurs en marché, de contribuer à l'élimination des déchets qui vont être générés par l'utilisation de leurs produits ou lorsque ces produits deviennent des déchets en fin de vie. Donc c'est un principe assez fondateur et c'est celui qui régit l'organisation notamment de la poubelle jaune en France avec Théo qui est l'éco-organisme qui gère cette fameuse poubelle jaune. Donc des nouvelles filières REP vont être mises en place à différents horizons de temps, notamment sur les emballages industriels et commerciaux. Donc question pour Monsieur Mathieu Bernard. Donc la REP, donc la filière à responsabilité élargie des producteurs sur les emballages que vous gérez, va arriver. Qu'est-ce que vous en attendez? Nous, on sait, tout est fixé dans la loi AGEC, on sait ce qui va en découdre au niveau de la REP. On sait que d'ici 2025, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faudra atteindre un taux de recyclage de 50% sur les déchets d'emballage industriels et commerciaux, emballage plastique. Aujourd'hui, on est à 27%. Faut se douter que depuis 1994, on n'a pas rien fait pour arriver aux 27%. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, en moins de 5 ans, on doit doubler ce qu'on a fait depuis 1994. Donc alors certains appellent ça un gouffre, ou alors vous pouvez appeler ça une montagne à gravir. Moi, ce que j'attends, c'est que
vraiment, c'est qu'on puisse fixer, et c'est ce qu'on appelle en entreprise la stratégie des petits pas. C'est-à-dire qu'on puisse nous fixer des étapes jusqu'à cette REP de 2025. Et donc ça, c'est le décret 3R qui devra le fixer. Et donc moi, c'est ça que j'attends vraiment du gouvernement aujourd'hui, c'est qu'on puisse avoir des étapes clés pour arriver de ce 27% à 50%, d'ores et déjà aujourd'hui d'imposer en fait la réincorporation chez les metteurs en marché, parce que sans réincorporation de la matière, ça sert à rien de recycler, ça sert à rien de produire du PEHDR si personne veut le réincorporer. Donc ça, c'est vraiment important effectivement, de 2025, les fabricants d'emballage auront l'obligation d'intégrer 25%. Mais d'ores et déjà aujourd'hui, il faut qu'ils intègrent. C'est pour ça qu'on travaille avec nous, 5 fabricants français d'emballage. On réincorpore déjà chez eux, où on a passé les homologations de la matière pour réincorporer chez eux. Et après, ce qu'on attend, c'est aussi une stabilité de nos lois. Parce que en tant qu'industriel, quand vous investissez sur des lignes de recyclage ou quand vous investissez sur des lignes pour la fabrication de fenêtres ou la mise en place de collecte de terre à dépolluer, c'est pour une durée. C'est pas pour un an qu'on investit sur nos lignes. C'est pour une dizaine d'années. Et du coup, il faut vraiment une stabilité par rapport à cette réglementation et que maintenant la vision est fixée. Donc laissons faire les industriels et développer sereinement tous nos investissements. Voilà, c'est ça que j'attends de la REP aujourd'hui. Alors Fabrice Millet, vous aussi, vous allez être concerné par la mise en place d'une filière à responsabilité élargie du producteur, donc pour les matériaux de construction. Et vous êtes concerné, vous serez concerné en tant que metteur sur le marché, donc vous allez payer une éco-contribution. Donc quelle va être la conséquence pour vous finalement et sur vos produits? Est-ce que ça va avoir un impact sur les prix? Est-ce que vous êtes déjà prêt? Alors là, il y aura probablement une augmentation des prix puisque la taxe sera appliquée pour tous les producteurs de fenêtres en l'occurrence. Et cette taxe-là, ce sera une décision commerciale, mais de l'absorber ou de l'impacter sur le prix de vente. En tous les cas, nous, ce qu'on pense, c'est qu'on pourra probablement la neutraliser très vite, puisque avec le système d'éco-retour, la taxe, elle est prélevée sur les producteurs, mais elle est aussi redistribuée pour ceux qui engagent les démarches de recyclage. Donc, on estime qu'avec la récupération des anciennes fenêtres, on peut récupérer une partie de cette taxe. Et on pense aussi qu'on pourra valoriser la matière, notamment si on vient dans un cycle de récupération de fenêtres PVC, on pourra récupérer cette matière. Notre objectif, c'est quand même de récupérer de la fenêtre PVC pour refaire des profils avec cette matière-là qui nous serviront pour les nouvelles fenêtres. Donc voilà, pour nous, ça sera de toute façon relativement mineur comme impact. Très bien, et notamment du fait de l'anticipation, je crois que ça aussi c'est un point à retenir, c'est qu'en termes de circularité, on part rarement trop tôt, puisqu'effectivement, il y a tout un tas d'obligations ou de contraintes réglementaires qui vont évoluer et qui vont rendre ces modèles, a priori, plus rentables, ou en tout cas plus équilibrés que ceux qui ne le sont pas. En tout cas, on l'espère. Monsieur Michel Wertheimer, vous n'êtes pas directement concerné par la REP, ou peut-être indirectement. En revanche, par les évolutions réglementaires, oui. Est-ce que ça va assez vite pour vous ? Alors, on a mentionné la traçabilité effectivement en France, donc qui est extrêmement favorable. Pour parler un peu plus de l'Europe, alors ESUS est très tourné vers l'Europe. On est développé dans 5 pays, donc France, UK, Suède, Allemagne et Suisse. Et donc le sujet en fait des terres excavées commence à entrer dans l'actualité réglementaire européenne, notamment dans le Pacte vert ou Green Deal. Et alors aujourd'hui, donc ça c'est favorable aussi, notamment c'est mentionné pour la valorisation et la traçabilité. Et donc aujourd'hui, on milite pour que les terres excavées sortent du statut de déchet, parce qu'aujourd'hui, en fait, quand on décide d'aller creuser un trou pour enfouir des terres artificiellement, en fait, c'est aussi bien valorisé que en faisant de l'économie circulaire. Et donc demain, on aimerait que 40%, enfin il soit inscrit un objectif de 40% de réemploi des terres sur des projets d'économie circulaire où, comme j'expliquais tout à l'heure, on minimise le coût et on minimise l'empreinte carbone également.
Donc ça prend du temps. Bien sûr, je pense que l'horizon de temps pour que quelque chose comme ça arrive, ce sera 2-3 ans. Mais la direction empruntée est quand même globalement la bonne. Alors, il nous reste 10 minutes. Je vous propose qu'on se projette un peu vers l'avenir. Et pour rester avec vous, Benjamin, vous mettez au centre de votre modèle les technologies numériques. Alors, j'imagine qu'il y a beaucoup d'innovations en cours ou à venir sur ce plan-là. Donc, j'aimerais aussi vous entendre là-dessus. Et puis surtout, je pense qu'il faut aussi penser aux patrons de TPE, PME là, qui nous écoutent. Ils entendent parler de numérique ou de digital, d'objets connectés, d'algorithmes, d'intelligence artificielle. Vous, à la base, vous êtes dans une start-up qui est maintenant une belle entreprise. Mais est-ce que ces technologies, elles sont, je dirais, à portée de main des petites entreprises? Oui, alors tout à fait, notamment, nous, on a développé en propre des solutions digitales, mais aussi on a des partenaires, effectivement, avec qui on s'associe pour pouvoir mettre sur le marché des solutions digitales. Alors, dans ce qu'on a développé, bon, on a co-développé avec Bouygues une solution d'IoT qu'on met sur les camions qui s'appelle Ubisol, et donc on distribue exclusivement et qui permet la traçabilité des terres. On a aussi donc des algorithmes de mathématiques décisionnelles qui nous permettent de fournir des solutions encore plus intelligentes, qui permettent de réduire le chemin critique entre les différents points. Donc ça aussi, on s'est associé avec un partenaire. Une solution d'intelligence artificielle qui reconnaît les plaques d'immatriculation, donc des camions, et qui permet de vérifier si le camion a bien chargé au bon endroit et lequel. Et puis une solution logicielle, donc là-dessus on s'est aussi associé avec le BRGM qui est le bureau de recherche en géologie, donc qui fait foi un petit peu sur la connaissance des terres et donc qui automatise la caractérisation des terres en fonction des études laboratoires qui nous sont données et qui propose de manière automatisée des solutions de valorisation adaptées aux fonds pédologiques. Donc, en cours, je pense que effectivement, quand on met le pied à l'étrier pour une startup, parfois le partenariat sur des solutions digitales peut être intéressant, bon, hormis le développement de solutions en produit. Très bien. Benjamin, j'ai aussi envie de vous entendre sur un autre point. Alors, on a parlé, sans rentrer dans le détail de logistique, je crois que c'est au cœur de toutes les activités circulaires, hein. Mathieu Bernard en a parlé, notamment sur des boucles qui doivent être relativement courtes pour que ça fonctionne. Fabrice Millet aussi sur l'utilisation de sa propre flotte pour rapatrier les fenêtres qui sont démontées et récupérées. Vous, la logistique, finalement, c'est le cœur de ce que vous vendez. C'est un challenge, j'imagine, puisqu'il y a des impacts environnementaux. Donc, comment vous faites pour optimiser tout ça et c'est quoi les voies pour demain pour avoir une logistique plus verte? Absolument. Le secteur de la logistique est extrêmement émetteur de CO2, bien sûr. Alors, nous, concrètement, grâce à l'optimisation qu'on permet effectivement logistique, on estime que quand un chantier émet 100 kg de CO2, on en évite 1. Donc, c'est déjà pas mal, mais on pourrait faire mieux, effectivement. Et notamment pour renforcer l'impact positif, on suit de très près les camions à pile à hydrogène. Et donc, j'ai d'ailleurs un proche à la BPI qui travaille à l'innovation sur ces sujets, Benoît Calatayud. Et donc, lorsque la technologie sera mature, j'espère qu'on aura un rôle à jouer en fait auprès de nos partenaires transporteurs. Donc, on a à peu près 4000 bennes à disposition et 400 transporteurs pour les faire pivoter justement sur des flottes plus vertes et pourquoi pas justement à les aider à constituer des dossiers avec la BPI pour les faire pivoter sur des flottes plus vertes. En effet, l'hydrogène, c'est un vrai défi. Espérons que ça voit le jour à relativement moyen terme, sans doute plus pertinent pour les aspects professionnels que personnels ou pour les particuliers d'ailleurs. Monsieur Bernard, du coup, vous nous avez expliqué tout au long de votre intervention votre idée de réincorporation et de fonctionner en boucle fermée. Et donc, sur ces sujets ou sur d'autres, quels sont les défis pour vous et pour votre organisation dans les prochaines années? Les défis sont de 3 ordres, hein. On a le premier défi, Fabrice Millet l'a dit, l'économie circulaire, c'est du bon sens. Donc quand j'ai expliqué aux fabricants d'emballage qu'on allait faire un bidon à partir de déchets de bidons, pour moi ça paraissait tout à fait logique et très simple en termes de technique. Mais sauf qu'il faut fédérer tout le monde autour de la table.
Parce que, bien évidemment, il faut fédérer le metteur en marché, le fabricant de bidons, le metteur en marché du produit chimique, l'utilisateur final qui va consommer ce produit, le collecteur et nous, le recycleur. Et si on ne fédère pas l'ensemble de ces personnes et qu'on les met autour de la table, ça ne fonctionne pas. Donc ça, c'est le défi numéro 1, c'est de fédérer l'ensemble de la profession qui met en marché des bidons avec des matières chimiques. Ça, c'est le premier enjeu. Le second, c'est effectivement que notre PEHD recyclé corresponde en tout point à un PEHD vierge. Si on n'arrive pas à ça, on n'arrivera pas à le réincorporer, on n'obtiendra pas les normes d'homologation des bidons. Et donc, c'est ça nécessite un tri énorme au niveau des emballages. On ne peut pas mélanger toutes les matières chimiques. Vous vous doutez bien que laver un acide sulfurique, c'est différent que de laver de l'huile minérale. C'est encore différent que de laver un arôme alimentaire. On a des enjeux qui sont totalement différents. Donc, chaque produit ayant été contenu doit être analysé techniquement pour sortir un PEHD qui correspond au PEHD vierge. Et ensuite, tous les emballages ne sont pas fabriqués avec le même PEHD, le même plastique. Donc, il faut bien les trier. Et ça, c'est le troisième enjeu. Pour bien trier, il faut former, il faut du personnel. Et donc, le troisième enjeu, c'est l'enjeu, à mon avis, de toutes les entreprises de France aujourd'hui, c'est de recruter du personnel qu'on peut former et qu'on peut mettre au travail. Voilà, ça, c'est le troisième enjeu. Oui, je crois que c'est des vrais bénéfices aussi de l'économie circulaire. Hein. C'est que, effectivement, on a parlé de réduction d'empreinte environnementale, de préservation des ressources. Quelque part, on sécurise aussi sa chaîne d'approvisionnement. Et quand on est dans des boucles vertueuses, elles sont locales et finalement, on génère de l'emploi nationalement ou localement, donc ce qui est en effet tout à fait positif. Monsieur Millet, ce sera sans doute le mot de la fin pour vous. Donc, vous avez parlé de votre stratégie environnementale plutôt avancée et ambitieuse. Comment vous voyez le groupe Millet dans quelques années? Alors, moi, je le vois pas forcément très clairement. Ce que je sais, c'est qu'on a établi des principes qu'on va garder pour les prochaines décennies. Donc, ça nous obligera peut-être à changer de métier, à s'adapter à l'environnement, à être agile. Peut-être qu'il y aura des nouveaux matériaux qui vont arriver dans les années à venir à base de produits peut-être biosourcés avec des quantités, avec une capacité à obtenir une quantité de ces matériaux suffisamment importante, parce que aujourd'hui, il faut pas qu'on essaye de régler un problème en créant un autre. On parle dans la construction d'utilisation de bois, ce qui est une très bonne chose. Mais on ne peut pas passer du tout béton au tout bois, donc il faut arriver à équilibrer et y aller progressivement, ou alors trouver encore d'autres alternatives, en gardant ces principes de limiter la consommation de ressources fossiles. Donc nous, voilà, on est agile, on s'adapte aux technologies qui évoluent, on ne fabrique pas de matière, donc si de nouveaux matériaux arrivent sur le marché, ben, on essaiera peut-être de les adapter, ou de nouveaux produits. On s'adaptera dans l'optique de respect de nos principes. Et je comprends que vous aussi, la boucle fermée pour les fenêtres en PVC, c'est un objectif. Oui, c'est un objectif, mais c'est pas l'ultime objectif. Peut-être que demain, on supprimera le PVC tout court dans les fenêtres, si on peut. La fenêtre, aujourd'hui, la fonction d'une fenêtre, c'est d'apporter de la lumière. Le principe, c'est pas forcément de la faire en PVC, en bois ou en aluminium. Oui, tout à fait. C'est un gros sujet sur le choix des matières aussi, évidemment, qu'on n'a pas eu le temps de traiter ici. Est-ce que l'un d'entre vous, Benjamin ou Mathieu, veut rajouter un dernier mot avant que je conclue? Pas nécessairement? Non. Très bien. C'est que vous avez passé l'essentiel de vos messages, c'est très bien. Non, merci à tous pour votre présence, pour avoir partagé tous ces éléments. Moi, je retiens de ce que vous avez dit la notion de bon sens. Je crois que c'est absolument essentiel. La notion, en tout cas la stratégie des petits pas, je pense que ça aussi c'est un point important, et on ne va pas chercher à révolutionner directement certaines activités, mais il faut essayer et progresser petit à petit, et c'est à travers ces démarches qu'on apprend et puis qu'on peut viser des choses plus ambitieuses à long terme. Et je note aussi l'aspect d'anticipation, parce que finalement tous les trois manières
vous avez anticipé des réglementations à venir ou des demandes ou des pressions parties prenantes. Mais quelque part, je crois que c'est aussi un point à retenir, hein, c'est que il faut essayer, il faut anticiper, parce que les gagnants de demain, ce sera ceux qui auront anticipé toutes ces nouvelles problématiques. Voilà, encore merci à la BPI de nous avoir donné l'occasion d'échanger autour de cette thématique. Pour tous les participants, donc la prochaine séquence sera à 14h. Donc pour le grand live acte E avec de nombreux intervenants pour continuer à échanger autour de ces thématiques écologie, économie, entreprise. Merci à tous, bonne journée. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.